Yes! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du golf. Cette semaine, nous allons débriefer l'Open de France, de la victoire d'Honoren aux performances des Français, en passant par le parcours. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tillous et Martin Coulon du Journal du golf. Salut messieurs. Salut JP et félicitations pour la naissance d'Henri. Tu me l'as volé, félicitations JP. Mais oui, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de podcast la semaine dernière. Il n'a pas voulu qu'on lui pique sa place. Hein. Mais non, mais parce qu'il y avait autre chose à faire de beaucoup plus intéressant. Félicitations. Merci beaucoup messieurs. Ce 102e Open de France. Ah, donc, 102e podcast. 102e Open, non, c'est le 24e podcast. Merci à tous d'ailleurs les auditeurs de nous écouter. Air Nouvelle, parce qu'avant on en avait fait des dizaines, monsieur. Ouais, exactement. Avec vous à la tête, Arnaud. Hein. On s'en souvient tous. Donc ce 102e Open de France est achevé sur la victoire d'Alexander Honoren. Messieurs, une réaction sur cet Open de France. Est-ce que c'était peut-être d'ailleurs le dernier sous pavillon chinois, même le dernier sous pavillon chinois? Ouais, peut-être le dernier enthousiasmant. Non, on s'est encore régalé. Ce parcours, moi, c'est comme l'US Open, on y reviendra. J'adore ce parcours, il est vraiment fabuleux. Du jeudi matin au dimanche jusqu'au dernier coup, il est fabuleux ce parcours. On s'est régalé une fois de plus. On l'a dit, hein, c'est peut-être la dernière fois qu'on voit un champ de ce niveau. L'avenir de l'Open de France n'est pas encore décidé, assuré. On n'en sait rien. En tout cas, là, il y avait Noren, Jon Rahm, Garcia. C'était du lourd. Oui, c'était un peu le début de la fête, le début du premier feu d'artifice qui va vraiment avoir lieu après, avec le bouquet final en septembre. Ouais, c'est sûr que le retrait d'Achena, le sponsor titre qui était vraiment partie prenante là-dedans et qui faisait aussi que l'Open de France faisait partie de ces Rolex Series, bah oui, c'est sûr que quand on a appris qu'il lourde dotation. Grosse dotation, 7 millions de dollars, puis voilà, un gros champ de joueurs de fête. C'est sûr que se prendre un coup de bambou comme ça, c'est un peu incertain. Après, le Tour européen a réagi à la news que Ben et que le site de l'équipe.fr avait sorti la semaine de l'Open sur ce retrait. Et le Tour a réagi en mode, voilà, nous, c'est un Open qui est important pour nous et on va tout faire pour qu'il reste Rolex Series en 2019. Bon. Sortez les violons. Juste signaler quand même qu'il y avait 48 points mondiaux distribués à l'Open de France contre 32 sur le PGA Tour. C'est quelque chose qui n'arrive quand même, pas souvent. Ouais. Alors justement, on parle du PGA Tour. Il n'y avait qu'un seul Américain présent cette semaine. C'était Justin Thomas, un numéro 2 mondial à l'Open de France. C'est aussi une première. Il a tenu son rang, Justin Thomas, top 10, 8e à 3 coups de vainqueur. C'était bien de le voir, Justin. Il était venu en repérage pour la Ryder. C'était vachement bien de le voir. Et c'était ultra intéressant parce que voilà, on sentait qu'il était là. Il était mais il n'était pas là en touriste comme a pu l'être Bubba Watson et Matt Kuchar les années précédentes. Bubba Watson, il n'était pas là en touriste. Hein. Ça s'est mal passé pour lui. Après, sportivement, on ne sait jamais ce que ça donne sur ce tournoi. Hein. On l'avait pas senti très impliqué quand même, Bubba Watson, à l'époque. Hein. Cette espèce d'implication et de facilité, c'est ça. Alors je sais pas comment les spectateurs ont perçu au sens très large du terme Justin Thomas, parce que j'imagine que beaucoup d'entre eux vous le voyez pour la première fois. C'était un peu le PGA Tour qui débarquait pour de vrai, le haut du panier du PGA Tour qui débarquait sur l'Albatros. Donc en ça c'était génial, et c'est là qu'on se rend compte des différences, quoi. Quand on voit Fleetwood, Levy et Thomas qui jouent les 2 premiers jours tous ensemble, les 3 ensemble, on voit la différence. On voit c'est pas grand chose, mais au final la différence entre Thomas c'est quand même pas mal. Enfin déjà Thomas il joue bois 3 au trou numéro 4, quoi. C'est quand même un truc de dingue. Là les autres ils sortent tous la masse. C'est impressionnant. C'est sûr que c'est quand même de toute façon il est numéro 2 mondial, il a été numéro 1, c'est quand même vainqueur de majeur. L'USPGA de 2017. En plus de Thomas, évidemment, il y avait Alexander Noren qui a remporté son 7e succès sur le Tour, si je ne m'abuse. 10e, voilà, Martin. T'en as oublié 3, mais c'est pas grave. Exactement. C'est pas grave. Mais également Jon Rahm qui termine 5e après un dimanche un peu compliqué sur le retour, avec notamment ce triple au 12 et bogey au 18 alors qu'il devait faire birdie pour arracher le playoff. Ouais, non, c'est bien. Enfin, Rahm, Thomas, on les a vus comme Garcia, on les a vus aux avant-postes. Garcia aussi, il lui fallait jouer avec Rahm, il lui fallait birdie pour partir en play-off. Ils ont animé le tournoi. On aurait aimé qu'ils l'animent un peu plus et notamment qu'ils fassent un play-off. Ils l'ont pas tué non plus. Donc non, on a eu un super Open de France avec des super joueurs qui ont tenu leur rang jusqu'au bout. C'était très bien. Et justement, on parle de Garcia qui termine 8e, son premier Open de France. Premier Open de France pour Garcia. Fou, ça m'a fait vraiment bizarre de me dire que c'était la première fois que je voyais Sergio sur l'Albatros. Je me suis dit, mais en fait si. Et le bonhomme, moi c'est surtout son samedi qui m'a scotché, parce qu'il envoie 65 de mémoire, donc moins 7, c'est ça. Non,
moins 6. Moins 6, non, je crois qu'il envoie moins 7. Mais bref. Et ben alors 64 et Voilà. il Je suis fait nul en bogey. maths, tu sais une bien. grosse- c'est- il fait une bonne carte, quoi. Il fait bogey pour finir. Il fait bogey pour finir au C'est pas 18, moi le ouais. matheux de la bande et ça Voilà. changera jamais. Mais non, mais c'était génial de le voir sur l'Albatros et de voir qu'il y a possibilité de scorer très très bas sur l'Albatros quand ce genre de joueur-là, très précis, très 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 affûté, très très bon driver, est dans un bon jour. Donc c'est plutôt encourageant pour la Ryder Cup parce que moi j'avais une petite peur de voir cette Ryder Cup partir un peu sur le côté très un truc de grinder absolu, de gars qui s'accrochent et que ça gagne à part au coquesse, mais donc il y a moyen quoi. Si on garde ce même genre de setup, ce qui a priori se dessine pour la Ryder, cette même préparation de parcours, pardon, je parle français, ça peut être intéressant parce que voilà, il y aura des mecs en chauffe, mais ça va partir un peu dans tous les sens aussi, mais on en reparlera, j'imagine. Alors, on parle de Thomas, de Noren, de Jon Rahm, de Garcia. Au final, que des futurs joueurs de Ryder, c'est pas anodin de les voir. Que des futurs joueurs de Ryder. Pour Garcia, c'est un peu moins sûr. Des futurs ou des anciens en tout Oui, cas. oui. Est-ce qu'on peut peut-être aussi un peu regretter l'absence de performance de joueurs français qui ont peut-être été un peu à la peine cette semaine? On sait que c'est compliqué pour eux de jouer leur Open en France sur un des parcours les plus compliqués de l'année. Martin, vous hochez la tête. Je hoche la tête avec une phrase qui va être assez horrible, mais je crois qu'ils sont à leur niveau. Voilà, il y a la vraie grosse déception évidemment, c'est Alex Lévy, mais bon, on en reparlera j'imagine aussi un petit peu plus tard, mais il est clairement cramé physiquement, donc ça se voyait et ça se voit. La bonne satisfaction évidemment, c'est Mike Lorenzo qui continue à... Justement, Martin, je vous propose de l'écouter. Ouais. Michael Lorenzo Era, que vous avez eu à l'issue de son dernier tour. On écoute Mike. Non, ce que je ressens le plus, c'est qu'on est vraiment sur la très bonne route avec mon coach, même toute mon équipe. Je vais choper peut-être un top 20 en partant avec un plus 6 sur un parcours comme ça. Donc voilà, on sait réagir, on sait reprendre les bons axes de travail. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça. Ouais, Michael Lorenzo qui le disait, qui avait mal démarré cet Open de France et qui a fait 3 jours de folie, 3 bonnes cartes pour terminer 16e. Michael. 3 cartes sur le par sur l'Albatros, surtout le vendredi où il y avait encore pas mal de vent, où c'était compliqué. Puis il y avait la tension évidemment d'aller chercher un cut après avoir envoyé plus 6 le premier jour. Ouais, il a répondu plus que présent. Et ce qui était très intéressant, et c'est ce qu'il vient de dire, c'est qu'il y a une sorte c'est toujours pareil, c'est une espèce d'axe de boulot. C'est pas une volonté de faire un résultat sur un Rolex Series ou sur l'Open de France ou je sais pas quoi. C'est on bosse, on voit ce que ça donne, on tient un cap et ça paye. Et là, c'était un gros travail sur la routine pour rentrer un peu dans la cuisine de MLV, et avec son coach Justin Parsons, l'Irlandais, avec qui j'ai longuement discuté. C'était vraiment une volonté de recaler un peu cette routine et de la pérenniser et de la rendre tout le temps, que ce soit la même musique sur tous les coups, quoi. Et c'était vraiment intéressant de voir ça et de voir que ça a payé pour lui, quoi. Mais ça fait, entre guillemets, je dis mais des gros guillemets parce que 16e sur un Rolex Series, c'est quand même pas dégueu. Ça fait qu'une 16e place, c'est ça que... Une 16e place, quoi. Voilà, c'est la meilleure. Il avait terminé 3e l'année dernière, Michael. Il avait déjà fait un top 10 il y a 3 ans aussi. Non, c'est un peu l'éclaircie dans la grisaille parce que Jacquelin, Avray et Lévy qui passent 4 sur 16, ça fait pas terrible. Je suis pas sûr que ce soit leur niveau aux joueurs français peut-être actuellement. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un coup de moins bien comme sur le Challenge Tour dans le clan français. On espère qu'ils vont mieux réussir en Irlande et en Écosse, parce qu'en plus pour l'instant il n'y a qu'un Français qualifié au British Open, c'est Alexander Lévy. Donc il va leur falloir de très bons résultats en Irlande et en Écosse, et c'est vrai que là ils souffrent un peu sur le Tour européen, en dehors de Weber, Mike et Lévy. Voilà, c'est un début de saison. Pavon a fait 25e à l'US Open, mais c'est un début de saison en demi-teinte pour le clan français. Alors justement, on parle d'Alexander Lévy qui a connu une semaine compliquée. Vous l'avez dit, Martin, 65e. Il semblait quand même, on l'a vu, vous l'avez dit, un peu fatigué. On l'a même vu cette scène en salle de presse le mercredi, quasiment faire une micro-sieste juste avant de répondre aux questions des journalistes. Il est dans le dur, Alex? Mais il est pas dans le dur, il est HS complet. Enfin, je veux dire, il est physiquement, il est cramé, quoi. C'est terrible, hein, de voir, de même le voir. Il n'y a même pas besoin d'être dans les petits papiers, dans les arcanes. Voilà, on le voit, il est cramé. Depuis l'US Open et ce petit virus, c'était un peu la première vraie grosse alerte. Il est mort, quoi. Mais c'est quoi? C'est trop de physique? C'est trop de travail? C'est trop de trop? Enfin, après, c'est toujours pareil en golf. Il faut faire attention parce que cette semaine, il va peut-être bien jouer. Et voilà, donc voilà. En tout cas, c'est sûr que. En tout cas, on lui souhaite de bien jouer. Mais il vient de rater ces deux derniers tournois. On parle de ce qu'on. Il est dans le dur, cramé physiquement.
J'ai de sources. Oui, Martin. Quelques sources plus ou moins sûres. Il l'avait déjà dit aussi avant, il nous l'a dit. Mais bon, voilà, faut attendre cramer physiquement. Voilà. Quand là, il était. le vrai problème qu'il a, c'est que là, il y a zéro Parce break. il a fait Open de French. Irish, Scottish, British. Et puis avant l'US c'était de l'entraînement, après l'US c'est de l'entraînement. Il y a zéro break, rien. Et De toute façon, il n'a pas le choix. De toute façon, il n'a pas le choix. Au bout d'un moment, si, parce que je veux dire, la Ryder Cup, on va pas se le cacher, le train est passé. Enfin, j'enterre un peu. Non, justement, il n'a pas le choix parce qu'il lui reste encore. C'est vrai qu'il reste encore quelques cartouches. Il reste encore 3 gares et il est bien obligé à chaque fois, à chaque arrêt, de jouer sa chance. Voire 4 avec le SPGA. Si tu veux jouer ta chance en disant que tu es cramé physiquement et que t'enchaînes. Alors tu viens de te taper une semaine. Lui, il n'a pas dit qu'il était cramé physiquement, il dit qu'il était dans le dur, mais voilà. Oui, enfin, c'est un langage, sortez les violons, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu ça, quoi. Mais la réalité, elle est là, c'est que le gars, et encore une fois, Alex, il gère certainement beaucoup mieux sa carrière que moi, puisque j'en ai pas. Mais moi, j'observe que le bonhomme, depuis l'US Open, il en met pas une, voire même depuis un peu avant l'Open. Par rapport à ce qu'il est capable de faire, par rapport à ce que c'est après sa victoire au Hassan 2, est-ce qu'il y a eu un après, il y a eu peut-être une décompression de cette victoire non, parce que le souci, c'est qu'il s'était beaucoup entraîné avant, avec une autre façon de s'entraîner, avec une autre intensité d'entraînement. Il s'est dit, et avec raison, que cette intensité-là offrait un résultat vachement intéressant, à savoir une victoire tout de suite derrière. Donc forcément, tu as une envie de Ryder Cup, tu as une envie de top mondial, tu te dis au bout d'un moment, voilà, c'est comme ça que je vais m'entraîner maintenant. Sauf qu'il y a un gap énorme, il y avait un gap énorme entre la façon dont il s'entraînait avant et la façon dont il s'entraîne maintenant. Et cette façon-là... Alors c'est une mauvaise gestion du calendrier pour Alexander mais c'est normal d'avoir parfois des petits creux comme ça et d'avoir quand on change d'intensité, quand on change de façon de s'entraîner. Voilà, c'est en ça que je dis au bout d'un moment, presque, si tu veux vraiment aller jusqu'au bout du raisonnement et que tu veux vraiment aller en Ryder Cup, tu breaks vraiment une semaine, tu te dis, l'Irish, on le dégage. Après, c'est vrai que c'est un Rolex Series, c'est un peu compliqué de zapper un Rolex Series. Qu'est-ce que tu veux, tu vois, c'est soit tu continues à être cramé, tu cours après le truc jusqu'au bout et tu te crames jusqu'au bout, et limite tu fais une saison en dents de scie, voire très moyenne par rapport à ce que tu peux faire, ou alors tu te dis, ok, je m'arrête vraiment, je me repose, je me ressource un peu et je renvoie la sauce, quoi. Alex, c'est comme si ça qu'il a t'entends Martin, fait tu l'appelles mais je serais ravi d'en discuter avec lui, mais il n'y a pas de souci d'en discuter avec lui, mais j'ai vraiment le sentiment, moi, de voir quelqu'un qui court après le train et qui le rattrape pas, en fait. Et qui est crevé, quoi, et malheureusement au bout d'un moment, à quoi bon, Martin, encore une fois, c'est le cœur de la saison, on espère qu'il s'est préparé pour ça, qu'il doit être prêt pour ça, que son calendrier il le connaît et qui sait le gérer. Enfin, c'est ça c'est ça un champion, et c'est ça. Et s'il veut aller à la Ryder, quelque part, il n'a pas le choix. Et effectivement, on fera les comptes, mais voilà, on va vite voir, c'est sûr. En tout cas, c'est sûr qu'il lui reste 3 semaines. En tout cas, 65e au Golf National, donc pas loin de la dernière place, dernier. C'est pas forcément un bon signal envoyé à Thomas Bjorn en vue de la Ryder. Ça s'éloigne un peu plus. Oui, après, il vaut quand même mieux finir 65e que ne pas passer le cut. Hein. C'est quand même toujours mieux. Si. Il a passé le cut. C'est pas, il a pas raté le cut. Encore une fois, je suis l'un des mecs j'adore ce joueur. Alex, c'est vraiment un exemple. Il y a plein de choses super positives qu'il fait. Il passe le cut ric-rac en rentrant un putt, en faisant triple bogey le premier jour. Faut pas oublier ça non plus. Tout le monde a souffert sur ce parcours. Il s'est accroché quoi. Il s'est accroché jusqu'au bout de ce qu'il pouvait s'accrocher. Il a donné comme il s'est donné. Et ça, je suis d'accord avec toi. C'est un super bon point. Mais il finit dernier avec un 17 au mais je veux dire, tour. Alex Levy qui finit 65e ou 50e pour Alex Levy, c'est exactement pareil, Martin. Au bout d'un moment, il lâche, il s'en fout, il va pas aller. Non, je suis pas sûr qu'il lâche. Il va pas aller se battre pour aller gagner 250 € de plus. Alors la Ryder Cup, justement, la question a été posée au meilleur français de cette Open de France, à Michael Lorenzo Vera. Est-ce que le Basque pense à cette Ryder Cup? Il nous répond, Mike. Ça, c'est bonus si ça tombe. Et il ne faut pas voir aussi court, en fait. Je pense que j'ai encore une dizaine d'années de carrière et voilà, on va essayer de pousser le truc au maximum, être le meilleur en 10 ans. Et voilà. Les plus grands sportifs de tous les sports se sont jamais concentrés sur des objectifs de résultats. Et je pense que se mettre là-dedans, c'est une erreur. Messieurs, et si c'était lui, le Français présent à la Ryder? On n'arrête pas de dire depuis un bout de temps qu'il faut être dans les 30 premiers mondiaux. Mike, il est 100e. Mais s'il gagne l'Irish, le Scottish et le British, bim. Ce sera lui s'il est dans les 30 premiers mondiaux. Voilà. En partant, c'est quand même plus facile quand on part de la 60e place que quand on part de la 100e.
Mais voilà. Martin, une réaction, c'est assez simple. Oui, j'ai pas pouffé de rire parce que c'est totalement improbable ou pas, mais c'est juste la question qui faisait marrer. J'ai presque envie de dire arrêtons un peu de faire de la golf fiction, même si voilà, évidemment qu'en golf il peut tout se passer, qu'un mec peut s'enflammer d'un seul coup et que voilà, il peut se passer des trucs complètement dingues et on serait les premiers à dire waouh, bravo, génial, ce serait dingo, mais dans l'état actuel des choses, et je pense que Ben, il a la même réserve que moi depuis un bon bout de temps. Benjamin Cadieux, pardon. Il dirait exactement la même chose. Au bout d'un moment, on n'aura pas de Français en Ryder Cup, les gars. Pas cette année, en tout cas. Pas cette année, évidemment. Et en 2020, oui, là, il y aura du monde. Là, il y aura du monde au portillon. Alex, il sera là. Mike, il aura encore progressé. Mathieu Pavon aussi. Enfin, etc., etc. Mais là, c'est trop court. C'est trop court. Et les signes qu'envoie le principal intéressé, à savoir Alex Lévy, tant en termes de fatigue que de gestion de cette fatigue et que de résultats, ils sont pas bons. Donc voilà, donc au bout d'un moment, c'est triste. Vraiment, je suis le premier à le regretter, mais c'est une réalité, quoi. Allez, on continue à parler de Ryder Cup, messieurs. Alors finalement, c'était une bonne répétition, cette Open de France pour la Ryder. À votre avis ? Ouais, pour le setup du parcours. Moi, je trouve qu'il y a eu des choses qui ont été tentées que j'avais jamais vu sur un Open de France. Je pense à ce tee du trou numéro 6 qui a été vraiment avancé. Je pense au tee du trou numéro 9 qui a été joué jamais de la plateforme du fond, et j'ai eu la réponse de je sais plus qui d'ailleurs qui m'a dit, mais on n'utilisera pas en fait cette plateforme du fond pendant la Ryder Cup parce qu'elle est tout simplement trop petite pour accueillir les caddies et les joueurs et 2-3 observateurs. Donc on n'utilisera jamais cette plateforme du fond. Donc le 9 il sera souvent avancé, mais le 6 drivable, enfin le petit par 4 qu'on peut driver en 1, moi je trouve ça génial. Là au moins on a un petit et à ce moment-là d'un match play, enfin je veux dire en tout début, t'as déjà 3, 4, 5 trucs qui ont été joués, là il peut se passer des trucs complètement dingues. Ça peut être assez cool. Sur ça, c'était intéressant en termes de répétition. Alors, et pour en parler, je vous propose tout de suite de recevoir Alejandro Reyes, le maître absolu du golf national et de l'Albatros. C'est le super intendant du golf national. Bonjour Alejandro. Bonjour, comment ça va? Ça va super. Et vous? Oh, très bien, très bien. Alors, on est en post-Open de France, donc ça va très bien. Alors justement, on va parler de cette Open de France. Alors dites-moi, quand on prépare un parcours comme ça pour un test de golf aussi élevé, est-ce que vous êtes plutôt détesté ou remercié par les joueurs? Dans notre cas, je pense que ça dépend beaucoup aussi de l'équipe du parcours, parce que notamment au Golf National, il y a des commentaires qu'on a eu, que ça s'est répété le plus la semaine dernière, c'est que oui, c'était dur, mais c'était fair. Si on jouait tous les bons coups, c'était bien récompensé. Donc non, tout ce qu'on a eu, c'est plutôt des compliments et des très très bons compliments. Je dirais même plus, à mon avis, c'était l'Open de France que les équipes des jardiniers du Golf National ont été les plus remerciées. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais est-ce que vous êtes content quand finalement il n'y a pas trop de birdies durant un tour? On pense notamment au premier tour où ça a été compliqué. Est-ce que vous êtes content en tant que greenkeeper? Ça veut dire que vous avez bien travaillé ou pas du tout? Non, c'est pas vraiment ça. Non, c'est plutôt là, ça passe pour la direction des tournois. C'est vrai qu'après les premiers jours, ils ont pris des mesures pour la 12e journée. Il y a pas mal de départs qui ont été avancés. Nous, on avait déjà les positions de drapeau de les 12e jours. Ils ont changé pas mal de positions de drapeau les 12e jours pour mettre les parcours, des drapeaux plus au milieu, faire les parcours plus faciles, on va dire. Surtout parce qu'aussi on avait des prévisions du vent. Donc ils ont changé le setup du parcours. Nous, à notre niveau, pour être honnête avec vous, c'est pas question de plaisir ou pas de mettre un parcours très compliqué, non, pas du tout. Nous, justement, si les joueurs, c'est la même chose que pour les clients de tous les jours. Si les joueurs prennent du plaisir, tant mieux. Arnaud, une question pour vous. Alejandro, je crois que je sais plus si c'est Justin Thomas ou Alexander Noren, enfin il y a un des top players qui a dit que si les greens étaient plus durs, ce serait le parcours le plus dur du monde. Est-ce que vous avez fait exprès d'avoir des greens un peu plus souples, un peu plus réceptifs? Est-ce que vous avez des consignes là-dessus? Quelle est votre politique par rapport aux greens? Non, pas du tout. C'était plutôt... on a eu quand même une semaine de grosse chaleur. Et nous, quand on prépare les greens le matin, on va les donner un
quantité d'humidité. On joue avec on a des appareils pour mesurer les pourcentages d'humidité dans les sols. Nous, on peut calculer, on arrive à calculer la quantité d'humidité qu'on va perdre dans notre sol, dans les greens, pendant la journée. Parce que si on descend de certain niveau, le green va sécher à la fin de journée. Il peut même mourir pour quelques zones. Donc il faut absolument éviter ça. Donc pourquoi les greens n'étaient pas encore un petit peu plus fermes? C'était parce qu'on devrait charger avec une bonne quantité d'eau le profil du sol pour s'assurer avec toutes les pertes pendant les jours si chaleureux qu'on arriverait avec les contenus minimaux nécessaires dans les profils. Je ne sais pas si je m'explique. Et en gros, plus d'eau il y a dans le profil du sol de green, plus réceptif la balle, le green est pour la balle. Martin, je crois que vous avez une question. Vous avez tout compris de ce qu'a dit Alejandro sur le. C'était très scientifique, mais on comprend. C'est un peu complexe. Désolé. Mais non. Il faut rentrer un peu dans les arcanes de comment ça fonctionne un entretien de parcours. Et justement, moi, il y a une question, Alejandro, qui me vient en tête, rapport à l'évolution ou plutôt au contrôle. Que j'ai l'impression que toute l'équipe et que toi tu as sur le parcours, il n'y a eu aucune alerte. On a eu la sensation de cette semaine qu'il n'y a eu aucune alerte justement par rapport à cette chaleur, par rapport au vent, par rapport aux positions de drapeau, un peu comme ce qui avait pu être le cas à Shinnecock Hills 15 jours avant pour l'US Open, où là il y avait une vraie alerte et il y avait eu un vrai... Oui. C'était à la limite. Oui. Quoi. C'est que c'est une combinaison de le boulot, de le travail que se fait entre l'European Tour et aussi les équipes de terrain. Et donc vous avez totalement maîtrisé cette semaine, même le premier jour où justement on a vu qu'il y avait 13 joueurs sur le par, il y avait beaucoup de vent, tout ça avait été anticipé. C'était fait exprès de mettre un premier tour aussi compliqué. Les premiers jours, on n'attendait pas autant de vent comme il y a. C'est vrai qu'il y a un peu plus de vent, notamment l'après-midi, ça commence à souffler. Et voilà, mais dans aucun cas, on peut dire qu'il y avait des positions de drapeau qui n'étaient pas faites, ou des balles qui étaient en train de rouler en dehors des greens, ou que, non, le parcours a joué, a joué totalement fait pour tous les joueurs. Arnaud? Mais Alejandro, on a quand même le vendredi, les tees, celui du 2, celui du 18, même celui du 8 ont été avancés. Donc oui. c'est quand même que ça avait été jugé un peu trop dur le premier jour. Là, c'est le Tour européen qui décide. Ils viennent vous voir et comment ça se passe là pour avancer les titres de départ? Oui, c'est ça. Il y avait deux choses. On attendait un peu plus de vent, une moyenne de 5 km par heure de plus pour les 12e jours que pour les premiers. Après aussi, il y avait l'effet de le scoring, on voyait que le parcours était un peu dur. Et encore, il y a, je pense aussi, les côtés que je viens de mentionner. Il faut présenter un challenge pour tous les joueurs. Il faut que les joueurs qui n'ont pas sa journée, prennent, galère. Ouais, c'est ça. Et les joueurs qui vont bien jouer, qui fait un super scoring. Et oui, dans la deuxième journée, on a essayé de faciliter le parcours plus facile. Alors, mais parce qu'aussi, on attendait plus du vent. Alors justement, évidemment, Alejandro, on parle Golf National, Albatros, on pense forcément à la Ryder Cup. Est-ce que c'était pour vous aussi une grande répétition générale avant cette semaine de fin septembre, pour vous et votre équipe? Répétition, c'est un petit essai, je dirais. On sait que la Ryder Cup, quand même, on va avoir beaucoup plus de pression, de personnes en train de regarder les jobs qu'on va faire. Il faut que, plus que jamais, en septembre, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, qu'il faut qu'on soit beaucoup plus concentré même que pour l'Open de France. Mais oui, ce sont des essais. Je dis toujours qu'on a la chance. Depuis mon arrivée au Golf National, on a fait déjà 6 Open de France. Chacun, ça a été différent. Et on a pu tester les équipes, améliorer à chaque fois
notre organisation. Et voilà, et les résultats, c'était cet Open de France, cette édition de 2018 qui s'est passé extraordinairement bien. On est super contents. Alors, on a vu justement un Open de France assez compliqué. Alors, sans trop dévoiler peut-être les secrets, on peut imaginer que ça sera un setup similaire pour la Ryder Cup qu'on a vu cette semaine, la semaine dernière au Golf National. Ça va être similaire, oui. Ça va être similaire, oui. Il va y avoir des choses qui vont changer, oui. C'est vrai. Chose que je ne peux pas parler pour l'instant parce qu'ils sont encore en train de prendre les dernières décisions, mais il va y avoir des petits ajustements. Martin? Ouais, Alejandro, moi, il y a quelque chose qui m'avait vraiment frappé dès le lundi quand je suis arrivé au Golf National, c'est de retrouver ce gros haut rough qui n'était pas forcément que en jeu ou que pénalisant pour les joueurs, c'était aussi très esthétique. Oui. Il y avait une vraie volonté de redonner au National ce côté un peu links, un peu voilà pour complètement links, intimidante. Intimidant, ouais, c'est ça. Je pense que s'il y a quelque chose, un mot, un adjectif pour décrire le Golf National de cette année, c'est que ça intimide. On va à les bâtis, on regarde les fairways. Et ça intimide énormément. Ouais, parce que, Alejandro, pardon, les fairways en soi n'avaient pas été forcément rétrécis en termes de largeur. Ils n'étaient pas beaucoup plus étroits que d'habitude, voire pas du tout. C'était visuellement, quoi. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de médias qui a posé ce type de questions en train de dire non, on est sûr que les fairways n'étaient touchés. Et voilà, non, les fairways n'étaient pas touchés du tout. On n'a pas rétréci les fairways. Après 2016, quand on avait fait les travaux, là, oui, on avait modifié des trous complets même. Mais c'était ça, c'était tellement intimidant. On avait les off et tout dans les côtés. Et ça donnait la sensation vraiment de que c'était beaucoup plus étroit qu'en réalité des autres années. Mais non, en réalité, non, aucun fairway a été rétréci. On a, les 18, on a touché un peu la partie quand on a fait les deux bunkers, comme vous savez. Là, oui, on a été obligé à chercher la place pour les deux bunkers. Le fairway du 18, mais c'est bien, il faut faire la distance pour arriver. Arnaud? Oui, Alejandro, vous avez fait ça, pourquoi vous l'avez fait cette année, puisque ça avait changé, et est-ce que c'est dans l'optique de la Ryder Cup et de gêner les joueurs américains? Bon, c'était une demande de l'European Tour, de notre Ryder Cup Europe, où ils ont décidé que c'était propice. C'est vrai que pendant les travaux, je vais être sincère avec vous, on voulait faire des choses qu'on n'a pas arrivé à faire, mais parce qu'aussi on avait les deux Open de France, parce qu'on avait un budget limité qu'il fallait totalement maîtriser. Et on avait des choses que finalement on n'a pas fait, des petites modifications, qu'on s'est dit non, ça on ne fait pas. Et une des choses que nous on voulait modifier, c'était les bunkers de fairway, les 4 bunkers originales du 18, mais nous au niveau interne. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la distance de portée de balle, de drive, de les joueurs qu'on a, c'est pas pareil comme c'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ces bunkers sont très en jeu pour les amateurs, mais c'est beaucoup moins en jeu pour les pros. Alors Alejandro, justement, là c'est un peu pour vous la dernière ligne droite. Alors les mois qui viennent seront destinés au dernier ajustement. Je pense c'est quoi, il reste quoi comme boulot à faire pour mettre le national totalement en mode Ryder Cup? Puis déjà il reste passé. Maintenant on a une transition, il ne faut pas oublier qu'on a une transition, on est encore ouvert. Déjà les RAF on est en train de tout redescendre, mais vous pouvez imaginer que les RAF entretenus, comme on l'appelle, les RAF qui sont entre les hauts RAF et les fairways. Pour vous donner une idée, pendant le tournoi, on était à 95 mm la hauteur. Aujourd'hui, on vient de passer déjà à 60. Quand on est en train de descendre, on a descendu de 10 mm chaque jour après l'Open de France. Il faut que pour nous, le parcours Albatros devienne, je ne vais pas dire même pas jouable pour les joueurs amateurs, parce que c'est vrai que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Même avec des RAF à 60, la plupart des joueurs amateurs, ils ont du mal pour sortir la balle. Alors là, on va le défoncer le parcours, Alejandro. On va se régaler. Non. Non, mais c'est vrai. Donc, déjà maintenant, il y a une première période que c'est juillet-août, jusqu'à le 20 août, où le parcours devient
jouable comme c'était il y a un mois et demi, ouais, que tout le monde disait que c'était trop dur, mais trop dur, vraiment, c'était la semaine dernière. Donc pour nous, maintenant, une des priorités, c'est de refaire que l'Albatros soit asequible à les joueurs amateurs. Après, on commencera la vraie préparation de Ryder Cup environ 20 août, on va dire, à remettre tout en place. Vous imaginez, comme on vient de dire, un peu comme on a fait pour l'Open de France. Le parcours sera plus dur. Je ne pense pas que ça sera beaucoup plus dur que l'Open de France. Similaire, quoi. Honnête. Oui, soyons honnêtes. Mais je ne peux pas l'assurer. Ça, je vous le dis vraiment. On attend encore un rapport après le tournoi de l'European Tour pour voir les possibles modifications, s'il faut faire des modifications. Ne le rendez pas trop facile. Hein. Alejandro, ne le rendrait pas trop facile. L'important, c'est pas les joueurs amateurs. L'important, c'est de battre les Américains. Donc, laissez les refs le plus haut possible, hein, Alejandro. Oui, c'est comme ça qu'on gagnera. Et j'ai dit pareil. J'ai dit une chose que j'ai dit. Si on regarde les derniers Ryder Cup européens, on peut avoir une idée de comment ça va être. Alors justement, Alejandro, si on veut jouer l'Albatros, on a jusqu'à quand pour venir sur ce parcours? Vous savez, jusqu'à le dimanche 3 septembre, on est ouvert. On est ouvert à tous les publics. Et voilà, il faut venir forcément et profiter de l'expérience avant la fermeture, avant la Grand Ryder Cup. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est chouette pour beaucoup de personnes, notamment internationaux, qui viennent à jouer l'Albatros. Comme il dit, après on va avoir la chance de les regarder en télévision et dire voilà, on connaît chaque trou. Ça marche. Merci beaucoup Alejandro merci. Et bravo. Et bon courage pour cette dernière ligne droite. À bientôt. Bon, merci à vous et à très bientôt. Allez, avant de terminer cette émission, place à la fantaisie de Rémi Rivière. Salut Rémi. Bonjour Jean-Philippe. Alors Rémi, vous êtes de retour pour cette Ligue Fantasy du Journal du Golf. Absolument. On le rappelle, vous êtes toujours plus de 500 à jouer avec nous chaque semaine. Alors Rémi, aujourd'hui, nous accueillons au micro un invité spécial, invité de marque. Et oui Jean-Philippe, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir un illustre fantaisiste. Il joue avec nous depuis la création de la Ligue. Il en est 26e avec 17,7 millions de points. Il a été en tête, hein, il a été leader. Il a été notre leader en tout début de saison. On l'a eu à ce micro déjà. On l'a déjà eu à ce micro par téléphone. Il s'appelle Théo Morin-Dior. Salut Théo. Salut Rémi, salut à tous. Salut Théo. Alors Théo, vous êtes avec nous à la rédaction tout l'été pour essayer de relever un peu le niveau de cette Ligue Fantasy. J'espère qu'il a plus d'un tour dans son sac. Et pas que. J'espère. Cette semaine, vous nous avez fait une fantastique remontée au classement, puisque vous êtes replacé dans la course à la victoire finale. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ça, Théo? Ouais, mettez-nous au parfum là. Alors, en capitaine, j'avais mis Alex Noren, donc je pense que c'était le bon choix, visiblement, et c'est sûr que de prendre 1,1 million d'euros x2, ça aide beaucoup. Et pourquoi Alex Noren? J'aime beaucoup le joueur, et je voyais bien son jeu sur l'Albatros, il loupe pas grand-chose. J'avoue qu'après ces deux premiers tours, j'étais un peu inquiet parce qu'il passe le cut, pas de justesse, mais voilà, il était loin des leaders, mais un super week-end et du coup il gagne. Et je m'y attendais pas trop, mais en fait, Théo, c'est quoi votre index, Théo? je suis 2,7. Ouais, alors que bon, JP et Rémi, c'est pas tout à fait dans ces eaux-là. Peut-être que ceci explique cela aussi. Peut-être. On est ravis de l'accueillir, Arnaud. Arnaud, vous êtes combien vous? D'accord. Je suis plus près de Théo que de vous en tout cas, ça c'est sûr. Continuez Théo. Alors, après j'ai mis John Ram qui fait 5ème en finissant un poil moyennement avec son triple au 12 et son bogey au 18. Mais bon, il prend quand même 250 000 points. Enfin, du coup, il me rapporte 250 000 points. Et j'ai mis Garcia qui pareil finit par un double bogey mais qui fait quand même un top 10. Et qui s'est pas mis dans l'eau cette fois. Voilà, et Garcia, vous l'aviez pas vu vous, donc ça. Très bonne équipe Théo en tout cas, bonne sélection. Voilà une bonne nouvelle. Hein. Et alors du côté de la team JDG, parce qu'on va peut-être vous embaucher pour nous faire notre équipe, Rémi. Ah ouais, ce serait une bonne nouvelle ça parce que. Rémi, ça a donné quoi ce week-end pour la team JDG? Pas terrible, je suppose. Comme nous l'a rappelé avec gentillesse Arnaud, c'était pas terrible pour changer. Donc on avait mis Alexander Noren mais pas en capitaine. Mais déjà Alexander Norel, c'est déjà pas mal. On l'avait mis, voilà. Mais bravo. notre capitaine étant Tommy Fleetwood qui a pas passé le cut, ça pardonne pas. Donc on stagne à la 207ème place de la Ligue. Ça nous fait dans les 500 premiers. Bah, vous avez jamais été aussi classé aussi haut, moi je crois. Jamais été classé aussi haut. Allez Rémi, ce week-end on continue les Rolex Series avec l'Irish Open. Alors quelle équipe avez-vous aligné? Alors, est-ce que vous avez demandé à Théo? Eh bien, exactement. Je me tourne vers notre expert consultant Théo qui a plus d'un tour dans son sac. Alors, Théo, quels sont vos choix? Alors, cette semaine, je mets Rory McIlroy en capitaine. Ça, c'était original, ça. Ouais.
Je le vois bien remettre les pendules à l'heure parce qu'il a pas encore gagné cette année sur le tour. Il a gagné sur le il joue PGA chez Tour. lui. Il joue chez lui. Il Voilà, joue chez lui, c'est son tournoi. Il l'a gagné il y a 2 ans. Et c'était pas sur le même parcours. C'était pas sur le même parcours, mais il a déjà gagné devant son public et je le vois bien lancer un bel été par une victoire en Irlande cette semaine. Après, je mets Rafa Cabrera Bello qui est allé sur les links vu qu'il a gagné l'année dernière au Scottish. Et il chasse une place en rider, soit par directement les classements, soit par une wildcard. Du coup, pareil, je pense qu'il a un gros coup à jouer. Petit français, non Ouais, en français, je mets Mike Lorenzo Vera. Ouais. Qui sort de. Et si c'était lui Et si c'était lui, pas mal. Qui sort de 3 grosses dernières journées au Golf National. Et voilà, il y a des places au British à aller chercher, donc pourquoi pas une grosse perte de Mike. Et qui aime bien les parcours compliqués, Mike, hein, où il faut se bagarrer, où il y a du vent. Où, il swing pas trop mal la balle, voilà. donc ça aide. Rémi oui, Théo, vous avez autre chose à rajouter sur votre fantasy? Mais après, il manque un joueur, je crois. Il en manque 3, je crois. ouais, moi aussi, il en manque 3. C'est peut-être ça, vous en jouez que 3 à chaque fois, Rémi, en fait. Non, du coup, je mets Fitzpatrick, un peu pour les mêmes raisons que Cabrera Bello, qui chasse une place en rider, qui a fait 4 top 30 récemment. Je mets Chris Wood, qui a fait 2e la semaine dernière, et je pense qu'avec sa forme actuelle, il peut confirmer. Et je finis par Dion Ram, tenant du titre. Top 5 au Golf National. Pas mal l'équipe. Hein. Ah bah ouais, c'est une équipe que vous n'avez jamais faite, vous. Vous en avez une, vous? Il met Christopher Broberg, non Alors je me suis permis de faire un ajustement, un seul par rapport à l'équipe de Théo. Quand même. On a gardé les mêmes winners et j'ai remplacé Chris Wood par Adrian Otaegui, votre chouchou Arnaud. Adrian Otaegui à la place de Chris Wood. Jeune basque qui a signé top 15 à l'Open de France dimanche, Arnaud. Et sinon on garde Rory en capitaine et puis tout le reste de l'équipe sur le conseil de notre nouveau spécialiste. Non mais ça sert à rien de faire une deuxième équipe, alors il suffit de reprendre exactement l'équipe de Théo. Mais on essaie de monter au classement nous. Alors, sinon il n'y a plus de challenge, voilà, il faut essayer de rattraper. Parce que changer un nom c'est un challenge. Ouais mais s'il est capitaine ça peut tout changer. Ouais, mais il est pas capitaine. On verra. En tout cas, on fera les comptes. On paye des musiciens à la fin du bal. Ouais, on en reparle la semaine prochaine, sans qu'on va bien rigoler. Allez, merci beaucoup Rémi. Une Fantasy League à retrouver sur notre page Facebook du Journal du Golf. Arnaud, un mot à rajouter pour terminer cette émission, un vainqueur pour cet Irish Open? Non. Il y a quand même, ça fait 2 fois parce qu'on n'a pas parlé à l'US Open. Ça fait 2 fois que Tiger Woods joue et qu'on n'en parle pas. C'est quand même un truc de dingue. Hein. Ouais, Tiger Woods qui a fini 4ème. Ouais, voilà, qui a changé de putter. Enfin bon, il y avait plein de trucs à dire sur sur le PGA Tiger. Tour. Il est lancé vers le British Open. Et si c'était son tournoi? Et sur le PGA Tour, c'est Francesco Molinari qui a gagné, qui avait boudé l'Open de France, lui qui aime bien le parcours du Golf National. Mais il a eu bien raison, même s'il a marqué aucun point à Ryder Cup, il a bien eu raison en tout cas. Donc en tout cas, vous voyez, Arnaud, nous avons parlé de Tiger Woods. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut à tous. Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.